Bonjour Stéphanie. Bonjour. En plus, en lice pour gagner un prix. Oui, le prix Découverte, qui est un prix remis pour un auteur dont c'est la première œuvre. Donc, c'est vraiment encourageant. Juste d'être finaliste, on est déjà contente. Puis, Alors, La protégée de l'apothicaire, c'est le livre de Stéphanie Tétrault. Stéphanie ne s'est pas attaquée à un livre, un petit livre, pour le premier. Tu sais, des fois, on se dit, bon, ben un premier, on va y aller mollo. Non, pas mollo. non, pour on la aime ça, première fois. les grosses briques. Hein? Mais c'est sûr que c'est un roman à trame historique, donc il y a quand même beaucoup de recherches historiques qui ont été faites. D'ailleurs, c'est le commentaire que je reçois le plus de mes lecteurs, c'est il y a beaucoup de recherches. Donc, on apprend des choses. Je pense que les gens qui aiment les romans historiques, ils aiment ça apprendre en lisant. Oui. Et moi, j'ai vraiment inséré beaucoup de recherches, puis même, on dirait qu'on a de la misère à arrêter. On trouve un filon pour faire une scène, puis après ça, on trouve une autre idée, puis à mesure qu'on fait la lecture pour la recherche. Alors, c'est une Stéphanie Tétrault curieuse que je reçois aujourd'hui. Oui, dans la personnalité que vous êtes, j'imagine que vous avez toujours été très, très curieuse. Oui, c'est vrai, c'est un adjectif que je me donne souvent. Je suis une personne curieuse. Puis je pense que la plupart des auteurs qui écrivent des romans historiques, c'est des gens qui ont une curiosité naturelle. Alors, on écrit un livre pour la première fois, mais on prend le temps de le faire aussi, Stéphanie, parce que ça a pris plusieurs années. Oui, ça a été très long. Oui, c'est un projet d'écriture que j'ai commencé au cégep alors que j'avais 19 ans. Je l'ai terminé à 31 ans. Et là, il a été publié cette année. Ça fait 17 ans que cette histoire-là mûrit puis que je porte mon personnage en moi. Donc, ça a été long. Est-ce qu'on pourrait lui donner le qualificatif aussi de persévérante? Oui. Hein? Je pense que oui, curieuse et persévérante. Ça veut dire que faut savoir attendre. Est-ce qu'un jour, sincèrement, tu pensais, Stéphanie, qu'il allait finir par sortir le livre? Bien, on garde toujours cet espoir-là. C'est sûr, je pense que particulièrement quand c'est notre premier livre, le lecteur, il n'est pas concret. On écrit d'abord pour soi, puis on rêve qu'il y a sûrement quelqu'un qui va le lire un jour, mais c'est pas concret. Tandis que je pense qu'un coup qu'on est publié, j'imagine que le deuxième livre qu'on écrit, on sait déjà que, bon, on va avoir des lecteurs. Mais c'est sûr qu'on rêve à ça, évidemment, quand on écrit un livre. Puis une histoire qui nous habite pendant 17 ans, Stéphanie, là. C'est comme ne jamais être seule, ça. Tu as toujours des personnages. Est-ce que tu te sentais comme ça, oui, toujours habitée par ces gens-là? Oui. Bien, tout à l'heure, vous posez la question à Nicole, quand on écrit le mot « fin », moi, je me souviens très bien d'avoir écrit le mot « fin ». J'ai senti que ça faisait longtemps que je la portais, Mérance, en moi, puis j'ai vraiment senti comme qu'elle prenait son envol, là, que j'avais terminé l'histoire et que elle se détachait de moi. J'ai vraiment senti ça comme physiquement. Un enfant qu'on arrive à mettre à terme, qui ça. prend son autonomie, bien, c'est un petit peu ça, de dire, bon, bien, OK, je t'ai assez travaillé, j'ai assez tout fait pour toi, je te laisse aller maintenant. J'ai beaucoup de lecteurs qui me disent, est-ce qu'il va y avoir un tome 2, est-ce qu'il va y avoir une suite? On veut savoir ce qui va se passer après. OK. Présentement, je ne ressens pas le besoin de faire une suite, mais on dirait que les lecteurs se sont beaucoup attachés à elle. Alors, je sais pas ce qui va arriver. Tu peux peut-être faire comme Nicole, puis écouter les lecteurs. Peut-être. On le sait pas. Entrons dans le vif de l'histoire, ma chère Stéphanie. Mais peut-être juste avant, te connaître un petit peu davantage, toi. Bon, Nicole, elle nous disait qu'elle était enseignante. Toi, le français, tout ça, j'imagine que tu as toujours aimé ça à l'école. Oui, c'est ça. Moi, je suis réviseur linguistique, donc je fais de la correction de texte en français depuis une douzaine d'années. Je révise, entre autres, des auteurs, mais je travaille vraiment sur différents types de documents dans différents domaines. C'est sûr que moi, le français, j'ai toujours aimé ça. L'acte de tenir un crayon et d'écrire sur une feuille, je me souviens que j'avais 8 ans, j'avais des correspondantes à qui j'écrivais régulièrement. Je collectionnais les paroles de chansons, puis je copiais ça. Fait que c'est vraiment le besoin d'écrire, même si c'est pas mes mots à moi, ça a toujours été là. Donc, la feuille de papier et le crayon. Oui. Est-ce que tu nous dis que tu as écrit ça à la pointe? Non. OK. L'ordinateur était très pratique aussi dans ce cas-là. Stéphanie, et puis maintenant, est-ce que quand tu as corrigé des textes comme ça d'auteurs, est-ce que tu sais te détacher, te dire « Ah oui, mais c'est bon ce style-là ». Est-ce que c'est... Des fois, ça peut biaiser notre propre style? Est-ce que tu as déjà eu peur, je ne sais pas moi, de dire « Ah ben tu sais, j'ai peut-être tendance à... » à copier des auteurs que j'ai lus? Bien, copier, mais tu sais, s'inspirer ou de dire non, de garder ton propre style, ça n'a pas été difficile de garder ta plume à toi?
Non, bien justement, vu que je corrige les manuscrits d'autres auteurs, il y a vraiment le style, beaucoup de styles variés. Chaque auteur a son style. Puis moi, je ne pourrais pas dire que j'ai de la difficulté à trouver le mien. Ça y va ça a été assez comme naturellement. Ça. Alors, entrons dans l'histoire de l'apothicaire. Le terme apothicaire, Oui. Évidemment, c'est un terme ancien. Oui. C'est un vieux terme. C'est ça. C'est plus utilisé de nos jours, mais dans le fond, c'était les apothicaires. Oui. Excusez, les pharmaciens. Les pharmaciens. Donc, c'est ça, les pharmacies, dans ce temps-là, c'est sûr que c'était pas, la chimie moderne n'existait pas encore, donc c'était pas des pilules et des gélules comme on connaît aujourd'hui. Ça a tellement évolué dans ce milieu-là, Stéphanie. C'est ça. C'est fascinant parce que, dans le fond, les médicaments, c'était vraiment fait à partir des 3 règnes, le règne végétal, l'animal et minéral. Puis c'est super intéressant comme sujet. Je pense que c'est un sujet qui n'a pas été traité souvent dans les romans. Vraiment pas. Puis pas autant en profondeur non plus. Fait que c'est vraiment un bel univers vraiment intéressant de voir comment Mérance vit dans la boutique, comment elle travaille aussi avec les compagnons, les apprentis et les maîtres. Oui, c'est ça. C'est un métier qui a tellement évolué. Oui. Et en même temps, ben j'ai des amis pharmaciens qui l'ont lu. Puis ils me disent ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, mais il y a des aspects de la profession qui sont encore pareils aujourd'hui, comme le Collège des médecins qui ne veut pas donner des tâches aux pharmaciens pour alléger leur charge de travail. Puis ça, c'est encore là, ce petit débat-là. Il était déjà là en 1680. Oui. Alors, c'était... Bon, on s'inspire évidemment de l'époque. C'est vieux comme le monde, hein? D'aller chercher des herbes, d'aller chercher. Alors, il a fallu vraiment que tu ailles faire t'as trouvé où tes informations? Est-ce que tu es allé chercher dans la culture autochtone? As-tu été chercher un petit peu dans ça? Non? Bien, c'est sûr, c'est plus en 1680, donc c'est à la Renaissance sous Louis XIV. Quand j'ai commencé à l'écrire, il n'y avait pas beaucoup d'informations ou de documentation sur le sujet. Puis c'était souvent la documentation que je trouvais à la fin des années 90. C'était toujours la cour royale à Versailles. Puis je me disais, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux savoir le reste du royaume de la France, comment ils vivaient, ces gens-là. Puis à mesure que j'écrivais, plus les années sont passées, avec Internet, c'est devenu de plus en plus facile. Ils ont numérisé des Donc, de trouver au fil des années plus d'informations. Oui, c'est ça. Puis moi, je me suis basée beaucoup sur la revue de l'histoire de la pharmacie française. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment trouvé mon filon. C'était très bien décrit. Puis je pense qu'on le voit beaucoup, qu'il y a de la recherche dans mon livre. Puis c'est bien détaillé. Puis c'est intéressant. Quand on décide un prénom, bon, la protéger, son prénom, on décide ça comment, ma chère Stéphanie, que là, c'est ça? Est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce qu'on cherche, on se dit, ah, ben tiens, ça va être ça? Bien, Mérance... c'est joli comme tout, hein, Mérance? Oui, c'est rare. J'ai trouvé ça sur Internet, en fait. J'ai jamais vu relever nulle part une personne qui porte vraiment ce nom-là, mais c'est un nom qui a existé. Et elle a changé de nom souvent. Mes personnages ont souvent changé de nom. Je sais qu'à un moment donné, elle s'appelait Isabeau, Isabelle. Elle a changé de nom. Puis j'ai trouvé Mérance, puis je trouve que c'est un nom unique. Puis c'est un personnage unique aussi, donc ça lui fait bien. Quand on écrit un livre comme ça pour la première fois, les premiers commentaires qu'on reçoit, là, une fois qu'il est justement livré, publié, on le reçoit. Comment on réagit, Stéphanie? C'est la plus belle paye. Vraiment, puis j'en reçois beaucoup. Je trouve ça vraiment agréable parce que j'avais pas l'impression que les lecteurs écrivaient autant aux auteurs pour leur faire part de leur appréciation de lecture. C'est une surprise que tu as? Oui, c'est une surprise. Puis j'en reçois pas mal toutes les semaines. Je reçois des commentaires. Puis je trouve que c'est vraiment plaisant de voir que les gens prennent la peine puis prennent le temps d'écrire à un auteur pour leur dire ce qu'ils ont pensé du livre. Puis maintenant, je pense qu'avec Internet, on peut pas mal trouver l'adresse courriel de chaque auteur sur les sites web des maisons d'édition. Je trouve que c'est un contact privilégié qu'on a avec les lecteurs qu'on pouvait probablement pas avoir il y a 30, 40 ans. Et pourquoi avoir décidé, Stéphanie, d'aller aussi loin dans le temps, toi? Est-ce que tu as une fascination pour ces années-là? En fait, l'idée d'écrire ce livre-là m'est venue d'un documentaire que j'ai vu quand j'étais au cégep qui rendait hommage aux femmes, aux hommes et aux enfants aussi, qui ont été brûlés par milliers au Moyen Âge à la Renaissance pour cause de sorcellerie. Donc, Mérance, disons qu'elle va être accusée de sorcellerie dans le livre. Et
J'ai perdu mon idée. Alors, c'est ça qui t'a donné le goût d'écrire Oui. Ce documentaire-là que tu as regardé? C'est ça. Puis là, je me suis dit que ça serait intéressant de voir l'histoire d'une de ces femmes-là qui a été condamnée au bûcher pour sorcellerie. Ça, c'est arrivé pour vrai. On a l'impression Oui, que c'est comme dans... Hein, on a tout souvent entendu dire ça, mais c'est des faits, là. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, il n'était pas vraiment des sorcières qui faisaient de la magie noire, on s'entend. Fait que je me suis dit que ça serait agréable de lire l'histoire d'une de ces femmes-là. Puis j'ai lu beaucoup de livres sur le Moyen-Âge au départ, puis je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus tard. Finalement, c'était à la Renaissance. Puis j'ai choisi la décennie 1680 parce qu'en 1684, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes en France, où Louis XIV a décidé il voulait juste une religion. Il a dit on ne tolère plus les protestants dans le royaume. Donc, ça, c'est un contexte politique qu'il y a aussi dans le livre. Les protestants doivent s'exiler ou se convertir au catholicisme. Et moi, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, l'inspiration, mais Mérance, c'est la fille d'un pasteur. Donc, il a fallu que vraiment je fasse la recherche sur les conflits religieux qu'il y a eu en France par rapport à ces deux religions-là. Encore un sujet qui est d'actualité, d'ailleurs. D'ailleurs, oui. Religieux. Alors, tu manquais pas de travail pour trouver les informations. Il y a eu de la recherche. Oui. Il y a eu 17 ans en tout, imaginez, de recherche pour la protéger. À temps partiel. À temps partiel. Est-ce qu'il y aura un autre livre, Stéphanie? J'imagine que oui. C'est sûr qu'il va en avoir, mais pour le moment, je prends une pause parce que ça a été long à écrire, puis ça me fait du bien de prendre une petite pause puis de ne pas écrire. Puis je profite aussi du plaisir que j'ai là, avec mes lecteurs. Je vais les rencontrer au Salon du Livre. Mais c'est sûr que je vais en écrire un. Je me le fais beaucoup demander. Je vais en écrire un autre au moins. Je me le fais constamment demander, en fait. Oui, oui, bon, mais tant mieux. Et je sais que Jean-Claude Larouche a eu un coup de cœur, un réel coup de cœur pour l'histoire. Hein? Quand il a lu pour la première fois, ça a été quoi les commentaires? Parce qu'on le sait, vous avez approché la maison d'édition du JCL. Et ça a été quoi? Ça a été un réel coup de cœur. Moi, j'en ai entendu parler par Jean-Claude. Là, puis, Bien, en fait, on se connaissait parce que moi, j'avais déjà fait la révision linguistique pour JCL au début des années 2000. Et puis, je sais qu'habituellement, quand un manuscrit est remis chez JCL, c'est le directeur littéraire qui le lit en premier. Mais là, je suis tombée, quand je suis allée le soumettre à Jean-Claude, il tombait dans ses vacances d'été, puis il l'a apporté avec lui. Il l'a lu tout de suite, puis j'ai eu une réponse rapidement. Il a tout de suite été intéressé. Puis je pense qu'il savait aussi... il connaissait, puis il savait comment je travaillais, comment j'étais assez consciencieuse. Ouais, alors, curiosité, consciencieuse et persévérante, on peut dire ça, de Stéphanie Tétrault. Hein? Je pense qu'on va terminer sur ces beaux mots-là. Alors, si vous voulez avoir la belle histoire de Mérance et la protégée de l'apothicaire, on retourne en 1684, imaginez, avec Stéphanie Tétrault. Et peut-être que vous allez remporter le prix, Stéphanie? Oui, j'aimerais bien. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Sinon, au kiosque des éditions JCL pour le livre. Merci beaucoup. Merci. Merci, Stéphanie. Donc, bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue au Salon du Livre, 51e édition. Je me présente, Michel Payette. Donc, cet après-midi, j'ai le plaisir et l'angoisse profonde d'animer une table ronde. Et avec moi, je vous présente un enseignant en littérature du Collège d'Alma, auteur, poésie, polar, jeunesse, finaliste au prix littéraire du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la catégorie poésie à 2 reprises. Également un amoureux de la nage en eau libre, qu'il pratique depuis des années. Il a réalisé la mythique traversée du lac Saint-Jean avec 3 autres passionnés le 2 août 2014. Il a publié un ouvrage qui est un essai sur sa passion, L'aventure en eau libre, guide à l'intention des nageurs et des triathloniens. Donc, François-Bernard Tremblay. Bonjour, François-Bernard. Bonjour, Michel. Diplômé de l'École nationale de théâtre en 1993, il a joué de nombreux rôles à la télé, La Galère, Destinée Providence, cinéma, Full Blast et Sous-sol. Amoureux de la course à pied, je dis amoureux, oui. Ultramarathonien. Il a d'ailleurs fait un ultramarathon de 185 km en 24 heures en fin de semaine dernière. Il vient de publier son premier ouvrage, Territoire inconnu. Et finalement, notre dernier panéliste, enseignant en littérature au Cégep de Chicoutimi, auteur de grands talents. Il a remporté le prix littéraire du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'appelait Abitibi Consolidated avant, qui était Abitibi-Bowater
Ensuite, à 2 reprises dans la catégorie Récits, théâtre, contes et nouvelles, celui de la catégorie roman, le Grand Prix du Livre de Montréal et le Grand Prix du gouverneur général dans la catégorie littérature jeunesse de langue française. Son tout dernier ouvrage, numéro 6, est un des finalistes de la catégorie roman dont le ou la gagnante sera connue ce soir. Hervé Bouchard, bonjour. Bonjour. Littérature et sport. Curieux mélange. Moi, quand j'entends littérature et sport, la première idée qui me vient, c'est la biographie de Maurice Richard ou des trucs du genre, des biographies de grands sportifs. Stéphane Ouellet. Stéphane Ouellet, en effet, le poète, en effet. Mais littérature et sport, j'aimerais vous demander en commençant, quel est le lien? Est-ce qu'il y a un lien entre la littérature et le sport? Ben, je peux ouvrir le bal. Moi, je te dirais que oui, mais je le vois en fait. Ben, j'avais jamais vraiment songé, mais je le vois en fait depuis dernièrement. Je trouve que, entre autres, je sors d'écriture, là, vraiment de quelque chose de longue haleine. Puis, il y a une préparation dans l'écriture, un peu comme dans le sport, qui doit être mentale, surtout quand on fait de l'endurance, comme moi en natation, par exemple. Et là, j'étais dans mon plus long projet d'écriture. Je te dirais que la préparation mentale est la même, en fait, que celle de la préparation du sport. Et je te dirais probablement aussi que je suis quelqu'un, moi, j'écris peut-être encore un peu à l'ancienne, mais je te dirais que je gribouille encore beaucoup au crayon. Donc, je trouve que c'est comme un peu mon entraînement. Puis qu'en fait, quand je m'installe à l'ordinateur pour écrire, c'est un peu comme mes compétitions. C'est-à-dire que je suis dedans et je suis dedans intense pendant longtemps. Et ça, ce rapport-là, je l'ai fait un peu cet été, lorsque j'étais en écriture pour justement ce roman-là. Donc, moi, je te dirais que la préparation, là, je la vois un peu de cette façon-là. C'est-à-dire que tu as une préparation quasiment physique et mentale qui est la même que celle qu'on fait dans le sport. Ben, moi, je suis assez d'accord avec ça. Ça fait longtemps que j'écris, mais j'arrivais jamais au bout de mes projets. Et j'ai réalisé que je manquais de discipline et c'est la course à pied qui m'a formé, qui m'a rendu très discipliné dans mon sport. Et ce qui fait que quand ça a été le temps de me mettre à l'écriture de mon livre, ben j'étais vraiment comme si je vais courir. Je me lève à 4 heures du matin, puis jusqu'à 6h30, j'écris, puis il n'y a rien d'autre qui existe, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à écrire. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'entraîner avec une famille, 3 enfants, ma blonde, la vie, le travail. Bien, il faut que je sois discipliné, même si j'ai pas envie. Puis on est dimanche, février, il fait moins 35, puis qu'il faut que je cours 30 km, bien, il faut bien que je le fasse. Fait que je me lève, puis je vais. Alors, le côté de discipline est très présent. L'aspect de la discipline, oui, c'est une chose très importante. Il y a beaucoup d'analogies parce que le sport, c'est quelque chose qui est en dehors du monde. Hein? Le sport, c'est quelque chose qui c'est en dehors de la réalité. À moins de gagner ta vie en faisant du sport, c'est un acte purement gratuit. Tu fais ça en dilettante. C'est en dehors du monde, exactement comme l'art, exactement comme la littérature. Tu fais ça à moins de gagner ta vie comme ça. C'est quelque chose qui est en dehors. C'est de la fiction, c'est du jeu, c'est en dehors du monde. Moi, mes premières émotions esthétiques, c'est en faisant du sport que je les ai eues, en me donnant à quelque chose, en me livrant à une activité, puis en essayant d'atteindre soit une posture, ou soit réussir un jeu, réussir un coup. Le langage populaire le dit, quelqu'un qui excelle dans son sport, il devient un artiste. Il dépasse. Mohamed Ali, c'est pas un boxeur, c'est un artiste. Maurice Richard, c'est pas un joueur de hockey, c'est un artiste, ce gars-là. Et en art, c'est pareil. Puis tu as parlé de Maurice Richard, c'est drôle parce que moi, je suis pas capable de regarder le film biographique de Maurice Richard sans être profondément ému par l'espèce de don de soi l'oubli total de son ego, de sa propre personne dans le jeu. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la possession, exactement comme les artistes qui sont parfois en transe puis qui se laissent aller dans leur médium. Mais le sport, quand on regarde le sport en tant qu'événement, c'est quand même une grosse métaphore de ce qu'est la vie. Dans le sport, on retrouve, il y a les bons, quand on est en équipe, bon, il y a les bons, ceux pour qui on prend. Il y a les méchants,
c'est l'autre. Dans le temps, c'était soit les Nordiques ou les Canadiens. Il y a on élimine beaucoup, les gens font passer une quantité énorme d'émotions à travers ces événements-là. Puis là, à ce moment-là, ils ne pratiquent pas le sport, ils ne font qu'être témoins. Probablement au même titre que quelqu'un qui lit un livre va également faire passer, il va passer des émotions au même titre que s'il participait. Donc, comment dirais, on retrouve. Est-ce que sans le sport, je vous pose la question, s'il n'y avait pas eu le sport, François Bernard, toi, dans ta vie, est-ce que ton écriture aurait été différente? J'imagine que oui, parce que déjà, on parlait de discipline tantôt. Moi, le sport, c'est ça, ça a amené de la discipline dans ma vie parce que j'en avais pas beaucoup, puis j'en manque encore évidemment aujourd'hui. Je sais qu'Hervé est quelqu'un, par exemple, qui dans l'écriture depuis longtemps est très, très, très ordonné, très, très, très organisé dans l'écriture. Moi, je suis pas capable de ça. Ben, je commence maintenant à le faire et c'est justement le fait, par exemple, d'imposer ça. Je veux dire, si un midi, je suis supposé aller m'entraîner, c'est un peu ce que Patrice disait tantôt. Tu as un entraînement de prévu. Il y a quelqu'un qui t'appelle pour faire autre chose. Ben, je suis désolé, mais c'est mon entraînement qui prime. Donc, oui, moi, le sport m'a permis, dans ma vie, d'être de plus en plus discipliné. Et à ce moment-là, oui, donc ça a changé effectivement ma vie, là. Parce que sinon, probablement que j'aurais peut-être jamais réussi à écrire quelque chose. J'aurais jamais peut-être réussi à finir quelque chose. Je pense que ça revient un peu à ce que Patrice disait tantôt. Moi, je pense que c'est exactement... Mais Patrice, il y a quelque chose dans ton livre, à un moment donné, tu dis ça te procure le sentiment du devoir accompli de partir faire la course, de partir t'entraîner. L'écriture, c'est pareil. Hein? Moi, je ne suis pas du tout ultramarathonien. Je ne suis pas un sportif de haut niveau. Je pense que le plus que j'ai couru, c'est la course des Pichoux, les 15 km des Pichoux l'hiver. Ça procure quand même des sensations qui sont... à leur propre mesure. Mais la course et l'écriture, parfois, avant de le faire, tu n'as pas envie, mais après, tu es toujours heureux de l'avoir accompli. Tu as ce sentiment d'avoir accompli quelque chose et avoir fait ta page ou ton paragraphe pendant la journée procure ce genre de sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait que tu fasses ce jour-là. Moi, je n'ai pas la même expérience d'écrivain que mes collègues, mais effectivement, je me levais, mettons, un samedi, il fallait que je me lève, puis le samedi matin pour écrire à 4 heures du matin. J'avais pas le goût. La veille, ça avait été plus ou moins bien, mais je me levais pareil. Ma cafetière était prête. Je m'installais dans mon bureau. J'écrivais quand même jusqu'à... Même là, je pouvais étirer. Mes enfants dormaient. C'est le samedi, ça fait que je pouvais étirer jusqu'à 7h, 7h30. Mais quand j'avais terminé, j'étais content. Comme on est content quand on va au gym ou qu'on va courir ou qu'on va faire du ski de fond et qu'on n'a pas le goût, mais qu'on se dit « Ah, il faut que j'y aille. Ça va. » Mais j'ai pas le goût. Mais tu te rends. Bien, c'est ça, le devoir accompli. Le fait que tu as créé par la course, bon, c'est peut-être exagéré, mais tu crées ton bien-être, tu crées une sorte de bonheur par ton entraînement, puis par l'écriture, bien, tu es satisfait d'avoir créé quelque chose, une page, un paragraphe, une belle phrase, mais tu as une satisfaction qui s'en ressent. C'est la même chose dans l'écriture et dans le sport, tout à fait, oui. Et surtout que j'ajouterais en plus... nous, on n'a pas vraiment le choix. On a des familles, je pense, tous les trois, là, assez imposantes. Là. Trois enfants, moi aussi. Je suis en couple. Puis, donc, il faut que mes entraînements, je veux dire, il faut que toute la famille, en fin de compte, prend part à ça parce que d'une façon ou d'une autre. Parce que quand je ne suis pas là une demi-journée de temps parce que je suis allé m'entraîner, je veux dire, il faut à quelque part qu'il n'y ait pas de compromis, mais qu'il y en ait, je veux dire, à ce niveau-là. Là. Sinon, on en voit tellement un peu ce que je raconte un peu, entre autres, en ouverture de l'aventure de l'eau libre. C'est un peu ça. C'est qu'il y a plein de gens à qui tu parles pendant l'hiver qui te disent « Ah oui, cet été, je vais nager en eau libre, je vais traverser le lac, je vais faire plein... Puis je vais m'entraîner. » Puis finalement, quand on arrive au printemps, on les voit un ou deux entraînements. Après ça, ils disparaissent, on les voit plus. Ou il y en a qui vont nager pendant une saison. Puis là, ça a tellement dérangé la famille qu'on ne les revoit plus non plus dans les années suivantes. Et... De la même manière, ceux qui parfois nous disent « Ah oui, moi, je vais en écrire un roman, je vais écrire un truc, puis finalement, ça arrive jamais. Là, il est toujours reporté. Ça fait 40 ans qu'il en parle. Puis c'est un investissement qui
qui est entier, en fait, dans les deux choses. Dans le sport qu'on aime, on s'engage entièrement. Puis tu peux pas écrire un livre à moitié. Tu peux pas faire ouf, moi l'écrire, ça marchera pas. Moi, j'en ai commencé plein depuis que j'ai 18 ans, des bouts, puis j'ai une boîte pleine, puis ça aboutissait pas parce que ça va venir tout seul. Puis là, ben c'est sûr que ça vient tout seul, 1 page, 2 pages, 3 pages. Puis à un moment donné, ça vient plus, puis bof, on passe à d'autres choses, c'est facile. C'est là que la discipline embarque, puis qu'à un moment donné, tes 3 premières pages que tu trouves bien bonnes, mais il faut peut-être que tu dises, OK, bien là, ça fait 1 mois que je travaille là-dessus, je les scrape, puis je repars à zéro parce que je suis pas... Mais le sport, c'est la même chose. Tu vas t'entraîner, tu te lèves le matin, ta course approche, ça va bien, puis le moment donné, tu as des douleurs. Fait que là, tu fais, donc j'arrête-tu, ou je prends juste un break, ou j'abandonne tout, ou bien non, tu te prends un petit break, tu fais attention, tu y vas plus mollo, tu reviens, puis tu finis par aboutir à quelque chose. Mais Avec le sport, c'est beaucoup. Moi, ce que j'ai fait, c'est à propos du hockey mineur. Moi, je raconte une histoire de hockey mineur. Et il y a tout le temps dans le sport l'idée de faire un sacrifice, d'éprouver de la douleur, des choses qui ne sont pas plaisantes. C'est drôle parce que c'est pas plaisant. Comme se livrer à faire de la musique, faire des gammes, c'est pas plaisant. Répéter, c'est pas plaisant. Et on peut se demander pourquoi les gens ils font ces choses-là pas plaisantes. Et en écriture, c'est pareil. C'est pas nécessairement toujours plaisant de s'acharner sur un passage là, qui... Ah non, il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis c'est toujours le même. Puis, mais on dirait que la joie de traverser cette épreuve, parce qu'on peut appeler ça comme ça, c'est vraiment une épreuve à la fois du côté sportif que du côté artistique. Réussir à cette épreuve-là, il y a quelque chose qui procure une grande joie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de... Bon, sans doute, il y a sans doute plusieurs expériences humaines qui procurent ce genre de va-et-vient entre le sacrifice et la récompense, là, entre la douleur et la joie éprouvée par la suite. Là. Mais... le sport, vraiment, il met dans ces états où est-ce que faut que tu aies entraîné, puis finalement, tu vas peut-être gagner ou tu vas peut-être aller jusqu'au bout. Tu n'es même pas sûr. Tu vas te dépasser, oui. Mais on parle de sport, mais on parle de... Mais enfin, écrire, c'est quelque chose qui... C'est... Comment je dirais ça? T'es seul quand tu écris. En tout cas, en général, c'est pas un travail d'équipe comme... pas tous les sports, il y a des sports d'équipe, mais les sports que vous pratiquez sont des sports individuels, donc c'est un travail. Puis tu disais, pourquoi tu fais... justement, pourquoi... Oui, il y a la satisfaction, il y a la joie d'avoir accompli, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin de reconnaissance à quelque part? Je ne sais pas si c'est un besoin. C'est difficile de dire que non. Hein. Quand on fait un travail littéraire ou quand on participe à une compétition sportive ou qu'on fait que... On est bien content quand il y a une reconnaissance au bout, là, ça c'est sûr et certain. Mais tu as commencé avec quelque chose, la solitude, le fait de se mesurer à soi-même ou de se confronter à soi-même. Quand on écrit, et quand on court, peut-être pas, moi je cours pas 36 heures, là, je trouve pas 39 heures, mais on n'est pas toujours, on est souvent à l'intérieur de soi-même quand on accomplit un acte qui exige beaucoup corporellement ou qui demande beaucoup d'attention comme l'écriture. Et on ne se débarrasse pas de ces démons en faisant ces choses-là, c'est-à-dire qu'on les confronte, on se bat avec eux autres. Et ça fait aussi partie de l'épreuve, le triomphe de la page au bout, ou le triomphe de la distance. C'est quelque chose qui va au-delà d'une performance qui se mesure en calories ou en kilomètres-heure ou en nombre de pages. C'est quelque chose qui est aussi d'avoir réussi à traverser une épreuve avec ses propres démons, d'avoir repoussé quelque chose ou d'avoir trompé quelque chose qui était à certains moments plus fort que soi. Dans mon cas, ce que je raconte, peut-être que c'est un peu égoïste, mais oui, quand je fais mes ultramarathons, bon, moi, je ne suis pas un coureur d'élite, j'arriverai pas, à moins d'aller faire une course obscure dans le fin fond du Wyoming puis d'être le plus vite de la gang, ce qui pourrait arriver, mais quand même, on va être 10 coureurs, il n'y aura pas...
je le fais pour moi, pour ma satisfaction personnelle, pour me dépasser moi-même. Et quand j'arrive en bout de ligne au Mont-Blanc, après 39 heures et 24 de course, 24 minutes, ben je suis juste assis sur le trottoir dans le village de Chamonix, à délasser mes souliers puis à être pendant quelques minutes dans un état que je ne pourrais pas toucher autrement, sinon que la fraction de seconde que tu viens de finir un spectacle de théâtre ou tu es en direct, ou quand j'ai terminé mon livre, j'ai dit là, j'ai fait scène, puis il est parti, parce que maintenant, ça se fait de même. Là, j'ai fait scène, puis il est parti à mon éditeur, à mon éditrice. Bien, j'étais satisfait de l'envoyer. Je savais pas, je pensais, moi, qu'elle allait me réécrire puis dire, bon, OK, on va le retravailler pendant 4 ans, puis après ça, on va le publier peut-être. Mais cela dit, j'étais fier du travail accompli, je l'avais fait. Mais c'est la même chose. Je me suis dépassé en écrivant ce premier livre-là. J'espère pouvoir le refaire à d'autres fois, de l'offrir. Là, j'ai fait aussi, j'ai couru en fin de semaine dernière un événement pour ramasser des fonds pour un centre jeunesse. Et j'ai couru pendant 24 heures et j'étais satisfait de l'avoir fait. C'était un défi que je m'étais mis moi-même à courir une boucle de 5 km en continu pendant 24 heures. Mais oui, c'était pour moi, mais en même temps, c'était pour les enfants. Puis l'argent que j'ai ramassé en faisant ça pour les enfants qui sont en difficulté, bien, c'est un peu de remettre mon petit côté égoïste de dire, moi, je vais me taper une épreuve de l'enfer, vous allez tous m'aider, mais moi, je vais aider d'autres mondes à travers ça. Puis maintenant, ma course, je ne suis pas un coureur d'élite, mais si je peux, par les courses que je fais, aller aider les jeunes ou les enfants ou encourager des gens qui ont peur de bouger, ça devient autre chose que juste mon petit travail dans la petite boîte, mes petites courses dans le bois tranquille, tout seul, dont j'ai besoin pour vivre maintenant, là, c'est clair. Mais on peut transmettre ça comme on transmet un livre, comme on... C'est drôle qu'ils disent j'ai besoin de ça, comme si c'était une drogue. Les comédiens, ils disent ça, qu'ils sentent le rapport au public comme si c'était quelque chose de l'ordre sur de scène, très c'est sûr grisant. qu'on C'est a, quelque chose de quand, très grisant. Quand ça finit, on finit un spectacle de théâtre, c'est une chose qu'on n'a pas à la télévision, là. Mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui accote le plaisir du travail accompli et de le rendre devant les gens et de recevoir immédiatement ce qu'on a fait. C'est ça, c'est il y a une très peu énergie. de métiers, de professions qui permettent ce retour direct-là. Là. Mais ce type d'énergie, c'est intéressant parce que, comme ça, tu sais, la course, le sport de haut niveau, l'art qui est un retrait, c'est vraiment un retrait du monde. Hein. Quand tu fais ta course, tu es retiré du monde complètement. Quand tu es dans ton livre, tu es retiré du monde. Ce retrait-là, il procure, c'est une création, c'est une destruction créatrice, c'est un retrait créateur, au contraire de la drogue, qui procure le genre de griserie qui est assez comparable, mais qui est destructeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour après. Ça ne produit rien. Alors que le retrait du sport ou le retrait de l'art, lui, il produit quelque chose qui est de l'ordre de la lumière. Et ça, c'est quelque chose qui est très... C'est pour ça qu'on tripe tant sur les héros sportifs. Ils sont retirés du monde, mais ils procurent une telle lumière, c'est incroyable. Ouais. Moi, j'ajouterais à ça quand même que... Tu disais tantôt qu'on est tout seul. C'est sûr qu'on est tout seul. Moi, quand je nage, je suis tout seul. Mais toi, tu disais que tu vas courir beaucoup tout seul aussi, on dirait. Oui, en montagne, oui. Mais il y a quelque chose à faire en groupe aussi. Je veux dire que tu le disais, nous, l'année passée, on a traversé le lac. On est parti 4. On l'a fait chacun tout seul. Là. Mais on est quand même... On s'est entraîné tout l'hiver, tout l'été. Donc, il y a quelque chose quand même aussi de préparatoire à ça. Puis moi, j'avais aussi, comme évidemment, j'écrivais ce livre-là aussi, j'avais un petit peu... et peut-être que Patrice pourra en parler, peut-être un peu aussi, Hervé aussi. Mais moi, j'avais à quelque part aussi, qui suis-je pour écrire un livre sur la natation en eau libre? Je veux dire, je ne suis pas une grande vedette. Je n'avais pas traversé le lac Saint-Jean, évidemment, encore à l'époque. C'est sûr que j'ai plusieurs descentes du Saguenay. Et je pense même que j'ai fait des descentes du Saguenay plus dures que le lac Saint-Jean. Entre autres, en 2011, c'était pas facile. Mais donc, c'est ça, il y a quand même quelque chose qui peut se faire en groupe. Mais comme je te disais, on retire de la motivation. Mais moi, tu vois, la motivation, entre autres, pour la traversée du lac, c'était que
tu te fais toujours poser, surtout quand on est ici dans la région, tu te fais toujours poser « Ah ouais, tu fais de la nage en eau libre, t'as-tu traversé le lac? » Mais ma réponse était tout le temps « Non, je ne l'ai pas faite. » Fait que là, à un moment donné, je me disais Là, c'est fait. il C'est faut, ça, il là, faut que ça se maintenant. fasse. C'était comme juste le défi de dire « Je vais le mettre en arrière de moi. » là. Puis la peur, ça a été à un moment donné aussi de dire « Écoute, c'est long, 32 km. 32 km en nage, ça va être très long. » Puis je savais qu'à un moment donné, j'allais... je vais le dire le mot, carrément m'emmerder parce que c'est plate à un moment donné. Oui, à un là. moment donné, À un moment donné, c'est plate, surtout que C'est en de l'eau. course à pied, tu peux voir du paysage, tu peux jaser un peu avec du monde. Dans l'eau, tu non, jases c'est pas avec clair. grand monde. Là. Puis tu vois tout le temps la même couleur de lac ou à peu près. À un moment donné, c'était ça le passage qui a été peut-être le plus dur. Aujourd'hui, je sais que bon, je le referai l'an prochain. Ben, je l'ai fait cette année en équipe, ça a été une partie de plaisir. Mais l'an prochain, si je le refais en solo, ça va être, ça va être plus facile parce que je sais à quoi m'attaquer. Là. Mais donc, je voulais juste ajouter en fait qu'on pouvait aussi prendre du plaisir, même dans des sports individuels, le faire en groupe. En groupe. Ça peut être intéressant, vraiment. D'accord. Mais au niveau... Bon, je vais revenir encore avec le groupe parce que en cas d'échec, quand tu finis pas ta course ou tu finis pas ton... tu vas... La seule personne que tu peux blâmer, entre guillemets, c'est toi, alors que, je parlais de l'équipe tout à l'heure, c'est que souvent en équipe, tu vas dire, ben, tu sais, c'est l'équipe qui a flanché. Donc, ce côté-là, c'est un peu, comment je dirais ça? C'est comme, ce que je veux savoir, c'est si tu as un échec avec ton livre, ton prochain livre est un échec monumental, ben, est-ce que c'est le même type? Ta déception va être la même que si tu n'avais pas fini un marathon ou tu n'avais pas fini une traversée. Ou... Ça, tu soulèves quelque chose d'intéressant parce que comment je fais pour évaluer si un livre est réussi ou si un livre est échoué puisque le livre est, disons, achevé? Et on dit souvent, les écrivains, que la valeur du texte qu'on a produit ne nous appartient pas, sa signification non plus. Puis bon, c'est souvent comme ça. Ou l'échec d'une interprétation au cinéma ou au théâtre, qu'est-ce que ce serait, un show qui se plante? Tandis que dans le sport, tu le sais. Tu n'es pas capable de finir ta course ou tu te blesses ou tu as un échec, c'est ton corps qui flanche. Ou, en tout cas, Ou la tête, où tu le sens. C'est ça, ça se traduit toujours physiquement, cette affaire-là. Ouais. L'échec, moi, ça m'est arrivé d'abandonner des grandes courses. Puis, bon, premièrement, c'est rarement le corps à cause d'une blessure, c'est vraiment dans ta tête. C'est quand tu sors de l'important dans ce genre d'événement-là, c'est d'être dans l'instant présent. Quand ça fait 12 heures que tu cours, si tu te mets à dire il m'en reste 12, il m'en reste 11, tu t'égrènes, puis il faut pas que tu y penses, il faut que tu restes 12 de fait. Il faut même pas que tu penses aux heures, mais oui, l'abandon vient de la tête, mais je pense pas comme tu dis. Là, tu le sais pourquoi ça marche pas. Quand tu t'écris, ça, tu peux pas. Les gens vont aimer, pas aimer, mais si tu as un échec, toi, tu peux dire c'est mon meilleur travail. J'imagine, là, j'ai pas l'expérience, mais c'est ma meilleure œuvre jusqu'à maintenant, puis les gens la reçoivent pas bien, ils l'aiment pas pour X raisons. Oui, il y a quelque chose de la réception On là-dedans, peut pas, de la distribution. Il y a beaucoup d'impondérables là, qu'on ne peut pas gérer par rapport à la réception ou au succès peut-être d'un ouvrage. Tandis que toi, par exemple, est-ce que c'était, Patrice, un manque de préparation, tes abandons, ou comment tu je te les dirais que qualifies, c'est souvent, oui, peut-être, mais en fait, une préparation mentale qui est défaillante. Ça peut même être un excès de confiance. Tantôt, je souris un peu. Tu disais, je l'ai fait l'année passée, je vais la faire l'année prochaine, ça va aller super bien, je sais à quoi m'attendre. Fais attention. Ouais, la Parce que ça température peut y être pour plein de les choses. fois là, où, mais, non, je sais, mais mon troisième Vermont-Sang, j'étais allé là l'année d'avant, j'avais fait un temps d'enfer, puis j'ai fait juste à aller comme 8 minutes plus vite, puis je vais être meilleur que mon temps de l'année d'après. Puis j'étais allé 3h30 plus lent. Parce que ça a vraiment mal été. À un moment donné, j'étais en comparaison à tout le temps. Mais là, j'étais sorti de ma bulle, de mon instant. J'étais en comparaison. Je disais, ah, maudit, l'année passée, j'étais bien plus loin que ça. Là, ça va pas bien. Puis, et là, tu t'embourbes. Alors, c'est le danger. C'est intéressant, ça, parce que en art, en littérature, le succès du livre précédent ne garantit en rien le succès du prochain.
Et tu lui racontes plus d'une fois là-dedans le succès de l'ultramarathon de l'an dernier garantit en rien le succès du prochain. Et même, au contraire, si ça a bien été, ça peut être... Ça peut être dangereux parce que tu as un repère de... Quand ça a mal été, puis c'est pas toujours obligé d'être de même non plus, là, mais quand ça a mal été l'année d'avant, puis tu le refais, bien, à moins que ça aille encore plus mal, mais c'est plutôt rare, ça risque parce que là, tu connais, tu sais où tu t'es enfargé, où tu étais. Fait que là, tu vas faire, ça va. Là, tu as des chances de t'en aller dans la bonne direction. Mais c'est après qu'il faut faire attention. Il faut que tu oublies le succès précédent et tu te lances dans l'aventure vierge, en fait. Tantôt, tu as parlé d'être dans le temps présent. C'est quelque chose de très important. Je peux pas... je ne dois pas commettre l'erreur d'essayer de refaire ce que j'ai fait, de refaire la course de l'an dernier ou de refaire le livre de la saison dernière. Je dois faire ce que je dois faire maintenant. Puis c'est très difficile, ça. Moi, je parle souvent en écriture d'attention extrême. Mallarmé parlait de ça, d'être toujours extrêmement attentif au langage. Et si je suis dans le sport, il faut que je sois entièrement dévoué, prêt à aller attraper le volant qui s'en vient. Là. Puis c'est niaiseux, c'est qu'un petit volant avec une tête de robeur. Mais là, il faut que je mette ma vie en jeu pour essayer de l'attraper, ce petit volant-là. Il faut que je sois là, et non pas que j'essaie de répéter les gestes du match précédent. Du match avant, je suis toujours en train d'improviser. Toujours. Chacune des courses est différente et il faut s'adapter à chaque fois. Comme moi, cette année, je devais faire justement la traversée du lac. Je l'ai annulé parce que je perdais un mois, parce que je partais en France un mois. Je savais que j'allais manquer de préparation. Donc, je me suis dit, écoute, je vais le faire pour m'amuser en équipe. Je vais remettre ça une autre année. Je savais que ma préparation ne serait pas adéquate comme je l'avais faite l'année d'avant. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai... Et tu parlais dans tout, c'est ça, des échecs ou succès. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé d'abandonner une compétition de natation. Ça m'est déjà arrivé de souffrir et que ça aille mal, là. Mais surtout, par exemple, dans le sud, dans l'eau trop chaude ou dans l'eau salée, quand tu t'es mal... T'es pas habitué. T'es pas habitué, c'est pas dans tes conditions. Moi, je suis un nageur d'eau froide, donc dans l'eau très chaude et dans l'eau salée, on est moins habitué beaucoup ici au Québec. Donc, ça avait été très, très difficile pour un petit 5 km. Il n'y avait pas assez de mouches. Il n'y avait pas assez de mouches. Il n'y avait pas assez de mouches. Il n'y avait pas assez de glace non plus. Mais à ce moment-là, il y a l'environnement. C'est-à-dire l'environnement ou les impondérables, des choses que tu peux pas prévoir. Bon, tu as traversé le lac, ça a bien été, tout allait bien. Tu aurais pu avoir de la vague de 15 pieds, tu aurais pu avoir des vents. Il y a des choses, c'est ça. S'entraîner en eau chaude, ici, c'est difficile. On peut pas. En course, c'est plus dur, en tout cas. Mais en course, il faut être prêt. Moi, je vais m'entraîner à toutes les températures possibles. L'été, quand il fait 35, 40, j'étais allé faire des tours sur l'île de Boucherville au mois de juin pour me préparer à... Parce qu'il aurait pu faire en fin de semaine passée chaud, on ne sait pas. Oui. Mais ça, je peux le faire. Toi, c'est sûr que l'eau chaude, l'eau salée ici, bien... On peut pas, à moins de s'installer dans le bain, faire des longueurs dans le bain. Mais on est cet hiver en piscine quand même. Ça. Là, mais, oui, mais tu sais, c'est pas la même chaleur. Mais en écriture, est-ce qu'il y a ce type d'impondérable qui peut t'arriver? Il peut t'arriver n'importe quoi. Je sais pas. Ce que je pourrais dire, c'est que il y a pas de conditions qui sont... on se fait beaucoup de rituels, hein? Moi, je me fais des rituels en écriture. Il y a un ensemble de rituels qui convient à peu près pour chaque livre, chaque projet important que j'essaie de monter. Et je ne sais pas s'il y a toujours... je sais qu'il y a certains rituels dont tu parles là-dedans pour la préparation aux ultramarathons, puis tu parlais beaucoup de préparation tantôt. Il y a des préparations nécessaires. Les rituels aident à essayer d'évacuer... toutes les circonstances qui pourraient faire varier l'environnement pour essayer de ramener on est toujours à la recherche d'un état qui va créer la grâce. C'est ça, ouais. Quelque chose qui va amener la grâce. Ça ne marchera peut-être pas. Il y a toujours un pari. Hein? Les écrivains, ils disent, les sportifs, ils disent, aujourd'hui, ça ne marche pas. Les comédiens aussi, ils disent ça. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Théâtre, moi, ce soir, ça ne marchait pas. Quand on entre en salle et on est dans nos loges,
Moi, je suis superstitieux un petit peu sur des affaires, mais pas trop, là, mais c'est sûr que j'ai un rituel. Si je vais mettre mes lunettes à côté de mon verre d'eau là, puis si le soir de la première sont là, puis que le lendemain, ils sont ici avant de rentrer en scène, je vais aller mettre là mes lunettes, puis je vais me placer mes affaires à peu près pareil, puis je vais faire... Je mets mes pantalons de personnage, puis après ça, je me fais le maquillage en dessous des yeux. Bien, je ne vais pas faire le maquillage après m'être habitué. Je vais vraiment faire un build-up. Mais à un moment donné, tu te rends compte, après 20 shows, tu te dis hey, c'est vraiment niaiseux ce que je fais. Ça n'a rien changé, mais on tient ça. Puis comme écrivain, c'est la même chose. On va... moi, c'est ça. C'était à 4 heures tous les matins. Mon café partait à 3h50. Puis là, je l'entendais couler. Puis là, je me levais à 4 heures. Puis je m'installais. J'écoutais la même chanson le matin en prenant mes premières gorgées puis en relisant un petit peu. Tu sais, une sorte de mise en train. Se tromper soi-même, tromper son cœur ou y faire croire que c'est le même jour qui recommence. Une superstition qui dit que quand tu embarques sur la glace, comme Patrick Roy, tu touches pas la ligne bleue, tu patines pas dessus, tu sautes par-dessus. Parce que sinon, il parlait assez poteau. Puis tous les boxeurs, pas tous les sportifs, mais moi, j'aime beaucoup la boxe. Puis Mohamed Ali... ils ont toutes des petites affaires comme ça qu'ils font avant un combat. C'est comme une prière, en fait. C'est un genre. Il y en a qui prient carrément, là. Le fameux Rocky Balboa dans les films, il fait tout le temps sa petite prière, mais ils font tout. Il y en a plein. Quand tu regardes des combats de boxe, il y en a des latinos puis qui sont très croyants. Ils font leur petite prière. Probablement que les autres, ben, qui sont pas dans la religion, c'est un genre de prière de faire... on va mettre tous nos objets en... Regarde les frappeurs au baseball, qu'est-ce qu'ils font? Ils font toutes sortes de choses. Ils ont toute une chaîne de gestes. Mais c'est ça. C'est comme si c'était important d'avoir... On va conjurer le mauvais sort, puis on va... Ou ritualiser, simplement. Mais les rituels sont... On a perdu cette... Puis je trouve ça beau, je trouve ça important d'avoir ces petites affaires-là, puis on les retrouve, à certains moments de notre vie, qu'on a vraiment un petit... c'est face à l'épreuve. Hein? Oui. C'est face à l'épreuve. Il y a quelque chose d'un peu mystique là-dedans, oui, ça, même si c'est fictif, là, mais c'est face à l'épreuve. Qu'est-ce que je fais face à l'épreuve? Je confie mon âme à, je sais pas moi, au grand imagier, quelque chose comme ça. Et tantôt, vous parliez on parlait d'échecs, mais on parlait de théâtre, entre autres, où tu as un feedback instantané. Oui. Dans une activité, dans un événement sportif, le feedback est assez instantané. Bon, quand tu franchis la ligne, etc., à l'arrivée. En écriture, tu as fini, tu es satisfait, sauf que tu n'as pas encore le feedback. Tu vas l'avoir généralement des lecteurs ou du public. Donc, c'est quelque chose qui est... Comment je dirais? C'est comme... décalé. C'est comme une espérance ou quelque chose que tu attends. Oui, mais tout à l'heure, on parlait de, est-ce que échouer une œuvre littéraire, ça veut dire ne pas rencontrer le succès? Pas nécessairement. C'est très difficile à évaluer. Puis, est-ce que le feedback que j'obtiens sur scène ou le feedback que j'obtiens sur mon parcours sportif ou sur mon cours de tennis, est-ce qu'il est nécessairement en phase avec ce que je crois avoir accompli par rapport à moi-même? Il y a des gens dont le grand succès, c'est leur pire livre. Pour eux. Il y a des gens qui gagnent leur vie en jouant sur scène des choses pour lesquelles ils n'ont aucun respect. Puis il y a des musiciens qui sont mal pris, obligés de rejouer tout le temps la même tune. C'est ce qui est un pensum épouvantable. Mais en écriture, le feedback, je vais d'abord l'avoir, parce que l'écrivain est aussi un lecteur. Hein. Je vais d'abord l'avoir comme ça. Dans mon cas, ça passe beaucoup par la bouche. Moi, je dois mettre en bouche les mots et si ça passe dans la machine à dire, ben il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la satisfaction. C'est ça qu'on cherche, une certaine satisfaction. Tu as tes premiers lecteurs peut-être aussi? Oui, sans doute. Ouais. Qui te donnent un feedback, qui confirment un peu les ce que... proches, ceux qui n'ont aucune espèce de pitié ni de condescendance. C'est ça. Là, c'est les meilleurs. Ouais. Qui vont te dire... C'est ça. Ouais. Ils vont dire, là, tu es en train d'essayer de t'imiter toi-même, là, c'est poche. Oui, mais la difficulté, c'est justement, c'est un peu
paradoxal. On parle qu'on ne veut pas s'imiter. T'sais, à toutes les courses, il faut que je me dise, bon, ça ne sera pas comme la dernière course, même si j'ai été super bon. Je refais pas mon dernier livre, c'est quelque chose de nouveau, je dois me réinventer. Et en même temps, on a nos petits rituels qui reviennent continuellement, qui sont les mêmes. T'sais, donc, il y a comme un... Tu dois te réinventer, mais toujours dans une espèce d'environnement comment dire, favorable à ce que ça... En fait, tu dois demeurer neuf. Tu dois demeurer dans l'état d'étonnement. Hein? On cherche une espèce d'état d'étonnement permanent. Il faut se laisser surprendre, en fait, par nous-mêmes. Par exemple, on a l'impression, moi, c'est mon impression, j'ai l'impression que Tiger Woods, il est à côté de lui-même depuis un bout de temps. Tu sais, à un moment donné, il a cessé de jouer comme il jouait. C'est pas qu'on lui demande de répéter les parties d'avant, mais on lui demande d'être égal à lui-même. C'est ça que l'artiste ou que l'athlète doit faire, d'être à sa propre mesure, d'être digne de ce qu'il est censé pouvoir faire. Et non pas se reposer en refaisant ce qu'il a toujours fait, c'est ça. Mais être à la hauteur de ce qu'il est censé être capable de faire. Et c'est ça qu'on exige de soi-même en art, et c'est ça qu'on exige de soi-même, même si c'est pas pour aller chercher des médailles ou des championnats ou des choses comme ça, mais d'être à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Parce qu'on est un peu esclave de ce qu'on fait. Moi, je mets pas l'art à mon service, je me mets au service de l'art. Puis dans le sport, c'est pareil, je me mets au service du jeu. Je veux pas que le joueur... l'équipe ne va pas travailler pour le joueur. Le joueur, il doit travailler pour l'équipe. C'est un peu ça. Donc, t'es ton propre... Je vais utiliser le mot, t'es ton propre tyran un peu. Ou, parce que, oui, t'es satisfait, oui, mais pour l'artiste ou le sportif, on parlait de Tiger Woods, il y a quand même... Lui, comment il se sent par rapport, j'imagine par rapport à ses performances, c'était quoi le niveau auquel il considérait pouvoir performer, mais il y a une espèce de tyrannie du public aussi qui te suit, qui te tient. Et tu peux te dire, il n'y a pas de problème, je travaille pour moi, mais inévitablement, tu ne peux pas éliminer toute cette partie-là. C'est-à-dire, tu es quelqu'un, si tu es devenu Tiger Woods, c'est pas juste parce que tu joues au golf, là, ou si tu es devenu Maurice Richard, c'est parce qu'il y a des gens qui t'ont élevé là aussi. J'imagine que oui, mais écoute, il y a des artistes, des athlètes qui... peu importe la pression, ils vont toujours être capables. Ils vont toujours livrer la marchandise par rapport à eux-mêmes. Et si tout d'un coup, ça se met à ne plus fonctionner par rapport au public, s'ils sont ce qu'ils sont censés être par rapport à eux-mêmes, ils vont être très en paix avec ça, même si le public ne les suit pas tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des artistes qui font parfois des choses très étonnantes. On se demande comment ça se fait qu'ils sont plus aussi populaires qu'ils l'étaient ou ils demeurent tout de même. Parfois, ils se perdent, mais parfois, ils vont ailleurs, puis le public ne les suit pas. C'est vrai. Mais souvent, j'imagine, puis c'est la même chose pour les athlètes, il y en a peut-être qui ne sont pas prêts à avoir le talent ou la reconnaissance. La reconnaissance, c'est qu'à un moment donné, ils vont se perdre là-dedans ou ils vont tellement haïr ça. Moi, j'ai l'impression qu'un acteur comme Marlon Brando, il haïssait ça, être aimé de même par tout le monde. C'est pour ça qu'il s'est quasiment fait haïr par toutes les... Il y en a qui m'en reparlaient. Je travaillais sur un tournage, puis il y a des gens qui ont tourné avec lui, tu sais. Mais c'était un géant, tu sais. Mais il y a des films qui a vraiment saboté. C'est comme par lui-même ou comme s'il cherchait à le faire. Il cherchait à le faire. Puis là, de temps en temps, il arrivait vraiment dans la zone et bang, il sortait des performances comme The Godfather, Dernier Tango à Paris, Apocalypse Now. Mais après ça, il s'en allait faire n'importe quoi. Il faisait le clown. Il carrait plus le... Tu sais, mais je pense qu'il y en a qui... C'est une façon de se perdre, d'être comme ça, Il y en a qui sombrent, qui vont... on dirait qu'il est touché à la lumière et il se brûle, puis il retombe, peut-être. Tiger Woods, à un moment donné, il y a eu tout son scandale qui est arrivé, puis à partir de là, il perd la mesure, tu sais, il perd le... Donc,
peut conclure finalement, suite à ces discussions, que ce soit en sport, que ce soit en littérature, on parlait de sport et de littérature, la passion, le travail, la discipline, je vais utiliser un terme sportif. Il n'y en aura pas de facile, finalement. Ça ne viendra pas tout seul. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, mesdames, messieurs.